La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce conflit oublié, celui du Soudan du Sud, conflit qui a fait en 8 mois des centaines de milliers de morts, 1,5 million de réfugiés et un tiers de la population qui est aujourd'hui menacée de famine. Je vous propose ensuite d'écouter l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il est l'envoyé spécial pour l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Si les pourparlers ne se déroulent pas bien, l'une de nos missions est de les encourager à continuer de négocier. Parce que l'alternative aux pourparlers, pour eux, c'est de s'enfoncer à nouveau dans la violence. Donc nous devons les encourager à continuer de négocier. Ils pointent du doigt les autres. Mais au fond de leur cœur, ils savent que ce sont eux les responsables. Alors avant de parler évidemment des négociations qui ont eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie, Ariane Kanti en parlait donc du rôle de Khartoum. Est-ce que Khartoum avait perdu dans cette proclamation de l'indépendance une grande partie de son territoire? Michel Rimbaud le rappelait, enfin une partie de son territoire, 75% notamment des ressources pétrolières. Quelle est aujourd'hui la position du président Béchir dans ce conflit? Est-ce qu'il s'exprime? Il ne s'est pas exprimé des masses, mais enfin, il a quand même reçu un certain nombre de politiques. Il se frotte les mains. Et... Oui, Magloire Kemayou, ouais, il se frotte les mains. Oui, parce que finalement, ils sont quand même... C'est un peu comme si, dans le conflit entre son ancien vice-président et lui, Salva Kiir, aujourd'hui, a une pièce en moins. Il négocie clairement en position de faiblesse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, encore une fois, sur le plan du pétrole, même si ce n'est pas la seule raison pour laquelle la partition a eu lieu, la partition s'est très mal négociée parce qu'il y a toute cette zone pétrolifère entre les deux Soudans qui reste encore malheureusement... Oui, c'est vraiment la frontière, hein, c'est ça. Je ne sais pas si on peut voir la carte. En fait, finalement, ces puits de pétrole se trouvent vraiment à la frontière, et notamment le cas d'Abeyi, c'est ça, le cas le plus emblématique, n'a pas été résolu encore. Absolument. On ne sait pas si c'est du côté du Soudan de Khartoum ou si c'est du côté du Soudan du Sud. On revoit cette carte. Et puis à côté de cela, il faut dire que l'Union africaine n'a pas ménagé ses efforts. Je suis d'accord pour dire que sur plein de sujets, les chefs d'État africains jouent un peu la collégialité et s'évitent des problèmes qui peuvent par moments avoir des conséquences collatérales graves pour les uns et pour les autres. Mais sur le dossier du Soudan du Sud, il faut reconnaître qu'il y a eu une vraie implication, que ce soit avec Thabo Mbeki ou aujourd'hui avec Olusegun Obasanjo, voire avec le président ougandais, Yoweri Museveni, il y a eu une vraie implication. Je ne cite pas l'Éthiopie parce que c'est quand même l'un des États qui aujourd'hui essaye dans cette région de gérer la plupart des conflits, au-delà du fait qu'il abrite le siège de l'Union africaine. Donc l'Union africaine ne s'est pas défaussée sur ce dossier. Ce qu'il faut malheureusement dire, c'est qu'au-delà de la bonne volonté de l'Union africaine, il y a un problème de moyens. C'est-à-dire que sur les interventions militaires... On en revient toujours à la même chose sur l'Union africaine. D'ailleurs, il y a un internaute qui dit « Où est l'Union africaine ?» Point d'interrogation. C'est honteux. Lui, il dit c'est honteux. Non, c'est pas. Oui, c'est pas honteux. Il y a une réelle volonté d'intervenir. Il y a une réelle volonté de résoudre le problème. Mais il y a un vrai obstacle financier qui est celui de dire sur les opérations extérieures, sur les opérations militaires et de maintien de paix, qui sont quand même le poste de dépense le plus important de l'Union africaine, c'est généralement financé à la fois par les fondations américaines, les États-Unis et l'Union européenne. Voilà les trois gros pourvoyeurs de fonds. Donc, quand on demande à l'Union africaine d'intervenir, elle peut vous mettre à disposition des troupes, qu'elles soient rwandaises, qu'elles soient angolaises ou n'importe. Ces troupes existent. Malheureusement, sur le plan de la logistique, il faut les transporter avec des avions américains, il faut les alimenter avec du matériel européen, et il faut, sur le terrain également, trouver les moyens de faire en sorte de financer tous les il y a des États qui sont riches quand même, pardonnez-moi. Il y a des États quand même qui ont de l'argent. Mais en Europe également. Ils ont de l'argent. Il y a plein d'États qui ont de l'argent, sauf qu'ils ne veulent pas donner cet argent peut-être à l'Union africaine et qui préfèrent la garder pour... Non, il y a eu des grosses coupes dans les budgets de défense des pays de l'Union africaine qui ne facilitent pas le déploiement et la projection de troupes dans des pays tiers quand même. Il faut voir les choses en face. Il y a un déficit politique, de volonté politique de l'Union africaine. C'est effectivement, vous avez raison, l'Union africaine voudrait avoir la maîtrise de tous les conflits africains, mais n'y met pas les moyens. Et passe son temps à demander l'aide, même des Nations Unies, mais aussi de l'Union européenne, de plein d'organisations. Et donc après, se plaignant d'être dépossédé de ces dossiers, ce qui arrive souvent dans les crises africaines. Bon, et donc, c'est pas très étonnant. Moi, je voudrais dire, pardon, excusez-moi, deux choses, peut-être, à moins qu'on y revienne dans quelques minutes. Je voudrais dire
quand même que l'un des aspects du conflit, c'est quand même un aspect d'avenir aussi sur le pétrole, l'avenir du pétrole du Sud-Soudan vu par les deux protagonistes de la crise. Mais allez-y. Je pense qu'il y a deux conceptions qui sont liées au fond à la géographie qui est têtue, presque autant que l'histoire. C'est que Riek Machar, non seulement a un vieux pédigré d'avoir passé dans tous les camps les uns après les autres, donc il a y compris une tradition de coopérer avec Omar el-Béchir. Salva Kiir aussi, parce que ça a été malgré tout son vice-président pendant 5 ou 6 ans. Et Omar el-Béchir, effectivement, moi je disais toujours, pendant toute la période les 2 ou 3 premières années de l'indépendance, c'est vrai que c'était 2 pays qui étaient fâchés, mais j'avais rarement vu des présidents, des chefs d'État de 2 États divorcés se rencontrer aussi souvent. Ils passaient leur temps à faire la navette l'un et l'autre, en guerre ou bien à faire la navette et à se réconcilier. C'est quand même ce qui est arrivé pendant 200 avant le limonage. Parce que les 2 pays, comme il a été dit, sont liés inextricablement par l'histoire, par le Nil, par 200 ans de vie commune, par une tradition, etc., par plein de facteurs qui seraient trop longs de rappeler ici. Mais je crois que c'est ça. Et donc il y a 2 conceptions quand même, celle de Riek Machar, celle de Salva Kiir, de mon point de vue. Riek Machar, c'est un Nuer, donc il habite plutôt dans le nord du Sud-Soudan, il a le pétrole, et au fond il se dit pas à quoi bon construire de nouvelles infrastructures alors qu'elles existent. On va coopérer avec Khartoum, et point final, ça suffit. Salva Kiir, lui, dit il faut rompre cette dépendance avec Khartoum, je pense, et il faut construire ce qui suppose ne plus servir des infrastructures du Nord-Soudan et se servir d'une nouvelle infrastructure qui reste à construire. Une autoroute, un oléoduc et une voie de chemin de fer. Le projet existe, mais il coûte très très cher et il aboutit au nord du Kenya, dans les provinces Somalie du Nord. Alors ce qui est un mauvais choix, à vrai dire, couper la dépendance avec le Nord-Soudan pour établir une dépendance vis-à-vis du Kenya, c'est peut-être un mauvais choix, ça va coûter très cher. Puis qui va investir au Sud-Soudan dans l'état actuel des choses? Mais ce sont 2 conceptions. Salva Kiir, plutôt au fond de lui-même, bien qu'il soit dépendant de Omar el-Béchir au point de lui demander de créer une force commune pour la protection des puits pétroliers, mais au fond de lui-même, je crois qu'il voudrait rompre probablement plus que Riek Machar avec le Nord-Soudan. C'est une question géographique. Juba, la capitale, est près de la frontière ougandaise. Juba dépend de l'Ouganda, du Kenya pour son approvisionnement. Riek Machar dépend de Khartoum, par le Nil, pour être approvisionné, pas seulement pour le pétrole. Voilà. Alors justement, cette question d'un internaute, cette réflexion, tout tourne autour du pétrole. Geneviève Garrigos, la question quand même qu'on se pose, on le rappelle quand même, c'est des centaines de milliers de morts depuis décembre, 1,5 million de réfugiés. Comment vous expliquez cette indifférence de la communauté internationale? Il y a eu une conférence des donateurs le 20 mai à Oslo. Ils ont demandé 1,3 milliard de dollars et les pays ont promis 600 millions de dollars. Ils n'en ont rien à faire de la guerre, de cette guerre. Mais ce qu'on retrouve avec le Soudan du Sud, c'est ce qu'on retrouve actuellement aussi au Sud Kordofan. Je rappelle que depuis 3 ans, il y a un conflit au Sud Kordofan. Donc, et là, c'est Khartoum, les forces, c'est l'armée soudanaise qui attaque les villages, mais il y a aussi des problèmes au Darfour, etc. Donc, toute cette zone, effectivement, on a l'impression que tout le monde ferme les yeux. Et d'ailleurs, ce qui est dramatique, c'est que c'est l'État le dernier né des États. Hein. C'est vraiment... on a vu comment il avait été accompagné avec des pays amis qui avaient encouragé sa création et autres. Et on se demande, mais... et la question qu'on peut encore se poser, c'est comme après certaines interventions, on pourrait revenir sur la Libye notamment, etc. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont faites. Et puis tout d'un coup, on laisse ces États complètement démunis. Il n'y a aucun accompagnement. Kiir s'était engagé au moment de l'indépendance à faire ratifier toutes les conventions, etc. Rien n'a été fait. On voit même qu'actuellement, les journaux, tous les opposants, etc., sont poursuivis parce qu'on parle beaucoup de la partie du conflit. Mais la liberté de la presse, depuis que ces questions, le conflit est né, il y a de plus en plus de répression, des journaux qui ferment. Et puis, l'inquiétude aussi majeure actuellement, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est la saison des pluies. On se retrouve dans la même situation qu'au Kordofan Sud, c'est-à-dire que là, si il n'y a pas les semis, si les gens ne peuvent pas aller dans les champs, la famine qui risque d'arriver est dramatique. Donc, effectivement, il y a des intérêts et on a l'impression, une fois de plus, qu'au nom des intérêts qui soient économiques, géostratégiques, etc., on laisse complètement les populations et finalement les cadres qui pourraient être mis en place pour accompagner, pour mettre une justice qui soit efficace, pour lutter contre l'impunité, pour apporter tout ça est laissé de côté et on s'occupe d'autres aspects. En attendant, c'est les populations qui souffrent et malheureusement, on a l'impression que pays après...
à chaque fois, ça se renouvelle et qu'on ne tire pas les enseignements du passé, et alors que ça aurait pu être évité si accompagné suffisamment tôt. Voilà la Croix-Rouge qui, pour la première fois depuis 20 ans, depuis l'Afghanistan, en fait, largue des sacs de nourriture. Donc, avec tous les risques que ça comporte. Avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire lesquels ceux, par exemple, de tuer des personnes, oui, simplement. Parce que, par le largage de la nourriture. Parce que les gens se précipitent. Oui, Voilà, parce que ce sont des villages entiers en ce moment qui manquent de nourriture. Et derrière, il y avait une image, j'avais vu sur Twitter, justement, d'un homme qui regardait le ciel dans l'attente désespérée, justement, de cette nourriture, Ariane Cantier. Non, mais on se retrouve dans des cas totalement absurdes. Donc le Soudan du Sud a fait sécession du nord du Soudan et est en ce moment en train de négocier des corridors humanitaires avec Khartoum, à partir des missions des Nations Unies et des partenaires humanitaires, avec Khartoum, le pays même avec lequel les actuels dirigeants du Sud-Soudan se sont battus pendant, c'est pas 20 ans, c'est 50 ans la guerre civile quand même. Et là, on est en train d'avoir des missions pour voir de quelle façon on pourrait faire descendre par des barges et des corridors humanitaires aériens de l'aide alimentaire sur le nord du Soudan du Sud. Enfin, on est en plein drame malheureusement, parce qu'on n'en serait pas à une telle absurdité, mais c'est invraisemblable. Louis Magloire-Kemayou, un mot aussi quand même sur ce conflit quand même qui a des implications régionales, parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, eh bien, les États voisins sont quand même toujours plus ou moins impliqués. Là, c'est quand même le cas. Je crois que les Janjaweed, qui seraient les supplétifs de Khartoum, soutiendraient plutôt les hommes de Riek Machar, et l'armée ougandaise, elle, soutiendrait Salva Kiir. Quelles sont les implications régionales ? Tout d'abord, il faut se dire une chose, c'est que... Qui soutient qui dans ce conflit ? Les soutiens, chacun les cherche là où il peut les trouver. Sur le plan géographique, il y a besoin d'alimentation. C'est comme si vous prenez le cas de l'Érythrée à un certain moment. Elle a eu besoin de soutien pour faire sécession vis-à-vis de l'Éthiopie. Mais ça, c'est des démarches purement, stratégiques qui marchent le temps d'obtenir le résultat que l'on a cherché. Mais si on veut être réaliste aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation où même... il n'est pas possible pour des États qui ont plus de 50 ans d'exister à eux tout seuls. Donc, pour un nouvel État comme le sud du Soudan, c'est une réalité également. Et quand l'Afrique aujourd'hui se décide enfin à promouvoir la construction de grandes infrastructures transfrontalières, c'est quand même une absurdité que d'avoir un nouvel État qui n'a même pas 5 ans et qui décide de vouloir tout avoir dans son coin isolé, comme si c'était sur une île. Toute la difficulté là, c'est qu'il faut revenir à des fondamentaux. Nous ne sommes plus dans un monde où on était divisé en plusieurs parties et où chacun était absolument indépendant des autres, comme si on n'en avait pas besoin. Si le Soudan du Sud, si la plupart des États africains aujourd'hui veulent investir de façon utile, ils sont obligés de partager ce qu'ils font sur le plan transfrontalier. C'est inutile d'avoir une université de deux côtés d'une frontière quand vous savez que de toute façon, les populations se visitent régulièrement et que cela peut profiter d'un côté comme de l'autre aux deux populations. S'il y a libre circulation de la population et que cela évite d'avoir à construire plusieurs fois et à des coûts souvent somptueux des infrastructures qui ne seront forcément pas fréquentées avec la même affluence des deux côtés, je crois qu'il faut mutualiser. Et donc, c'est par rapport à ça que je crois qu'on a soutenu, pour ceux qui ont soutenu la création du Sud du Soudan, on a soutenu un projet qui était une chimère. Et aujourd'hui, c'est à l'Union africaine de gérer le service après-vente de cette situation avec malheureusement très peu d'appui venant de la part des partenaires internationaux. Ouais, mais l'Union africaine, toujours compliquée. On parlait du manque de moyens, mais on parle aussi des divisions. On pourrait aussi longuement parler des divisions. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Tout le monde n'est pas d'accord. Il n'y a pas que cela. Regardez les voisins du Soudan du Sud. S'il y avait la paix tout autour du Soudan du Sud, je comprendrais. Mais si vous prenez les différents pays, que ce soit l'Ouganda, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit n'importe quel autre, ils sont chacun dans une situation où ils doivent défendre la sécurité et même d'autres problèmes encore plus urgents. Donc le Soudan du Sud est peut-être intéressant, mais ce n'est pas la grosse priorité de tout le monde. Michel Ramos, sur les implications justement régionales, est-ce qu'il y a des pays qui soutiennent les différents protagonistes, qui tirent les ficelles ? J'avais l'impression que l'Ouganda avait tendance à soutenir plutôt Salva Kiir, mais Omar el-Béchir soutient Salva Kiir. Il ne soutient pas Riek Machar officiellement, c'est aussi Salva Kiir. Et or, je ne pense pas que Museveni et Omar el-Béchir aient des visions stratégiques communes, je ne le crois pas. Mais néanmoins, ce sont les hasards, comme le disait le précédent, comme vous le disiez. Enfin, je pense que c'est exact. Enfin, ce sont les hasards de la guerre, on cherche des soutiens. Je voulais dire, moi aussi, pour les liens
bien humain quand même. Il faut bien voir que pendant les 20 années de la deuxième phase de la guerre civile, avec le SPLM, le SPLA, de 1983 à 2005, disons, jusqu'à la signature de l'accord de paix, il y a eu, sur une population sud-soudanaise qui était estimée à peu près à l'époque à 8 millions et quelques, il y avait plus de 5 millions de déplacés sudistes au Nord-Soudan. Selon les chiffres des Nations Unies, c'était les chiffres des Nations Unies, pas les chiffres du gouvernement de Khartoum qui n'a jamais publié de chiffres vraiment, mais il y en avait 5,5 millions. Ces gens sont restés à peu près, donc étaient installés à Khartoum, dans toutes les grandes villes nord-soudanaises. À Khartoum, on disait qu'il y en avait plus de 3 millions des déplacés, donc qui étaient chrétiens, musulmans ou animistes, peu importe, enfin ils étaient sud-soudanais. C'était difficile, ils avaient la nationalité soudanaise. Le problème de ce déplacement de population, lors du vote du référendum, les autorités de Juba ont exigé que ne votent pas tous les Sud-Soudanais identifiés comme tels, mais uniquement ceux qui étaient au Sud-Soudan. Il fallait qu'ils reviennent. Et sur les 5,5 millions de déplacés, il y en a un certain nombre qu'on a appelé des returnees et qui sont retournés au Sud-Soudan pour voter. Certains, après avoir voté, quand ils ont vu, sont retournés à Khartoum. Et on ne sait jamais, on ne sait pas combien il y en a qui sont restés au Nord-Soudan. C'est un nombre considérable sans doute, mais qui est totalement ignoré à la fois par les autorités du Sud-Soudan, qui revendiquent une population que le dernier recensement ne leur donnait pas. Il y avait un écart, entre le chiffre officiel du recensement de 2007-2008 dans le cadre du processus de paix et les chiffres qui ont été revendiqués par les autorités de Juba de 4,5 millions ou 5 millions d'habitants de différence. Ça faisait 50% en plus du chiffre officiel que revendiquaient les autorités de Juba. C'est pas sérieux. Je constate que ce chiffre-là correspondait au nombre des déplacés au Nord-Soudan. Il y a quelque part les déplacés, c'est-à-dire les Sud-Soudanais qui trouvent refuge au Nord, sont les grands oubliés de l'affaire. On ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont retournés au Sud? Est-ce qu'ils sont au Nord et qu'ils sont quelque part? Le fait est que ceux qui se trouveraient encore au Nord-Soudan n'ont pas de double nationalité, ils ont perdu leur nationalité et ils n'ont pas la nationalité sud-soudanaise. Donc ce sont des apatrides, en quelque sorte. Et ça n'a pas été réglé dans le processus de paix. C'était ce qu'on appelait pudiquement les problèmes post-référendaires. Tous les problèmes délicats, comme Abyei, comme le conflit du Sud-Kordofan, comme le conflit du Haut-Nil, et comme le problème des nationalités, la répartition de la dette, tout a été laissé à une date ultérieure en disant allez-y, faites le référendum, et puis la période intérimaire, et puis après on verra. Vous négociez tout ça en vitesse. Mais la communauté internationale, avec ses guillemets, n'a pas voulu s'occuper de ces problèmes parce qu'elle est trop pressée d'obtenir un référendum avec un résultat que certains espéraient être la sécession et d'autres le maintien de l'unité du Soudan. Parce que, enfin, du moins, c'est mon point de vue, donc je le partage bien évidemment. Ariane Canty, quelle solution à cette crise? Non, mais je veux dire, les négociations aujourd'hui sont gelées. Est-ce que vous pensez que c'est une guerre qui peut durer longtemps, qui peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans encore? Finalement, 50 ans, elle a duré cette guerre civile soudanaise. Est-ce qu'on est reparti sur ce cycle-là, ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la communauté internationale va intervenir et ou l'Union africaine, justement, va obliger ces deux hommes à se mettre autour d'une table des négociations et à vraiment négocier? Ils en sont, je crois, au 4e round de négociations sérieuses qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais moi, je voulais revenir un petit peu sur la régionalisation éventuelle du conflit. C'est intéressant, c'est quand on est dans un processus de rétablissement, de maintien de la paix, d'intervention pour la paix, on évite en général de mettre ce qu'on appelle les frontline states, c'est-à-dire les pays limitrophes, parce que c'est quand même s'assurer qu'il va y avoir un débordement d'une façon ou d'une autre. Or là, au Soudan du Sud, ce qu'on a aujourd'hui, et moi je trouve ça très inquiétant, c'est qu'on a l'Ouganda qui est là depuis le 15 décembre. C'est pas mon rôle de dire qui est le soutien, mais qui est là depuis le 15 décembre pour protéger l'aéroport de Djouba. Bon, très bien. On a les Éthiopiens, les gros voisins, qui sont en train d'envoyer, au moment où je vous parle, 1500 troupes, et on attend un 3e bataillon pour faire partie des forces du maintien de la paix de l'Afrique de l'Est, mais sous le parapluie Nations Unies. On a les Kenyans avec lesquels on est en train de négocier, donc autres États limitrophes, pour envoyer plusieurs centaines on voit la carte, là, de soldats. Le Nord-Soudan qui dit on va peut-être regarder les installations pétrolières, on va peut-être pas les regarder. C'est quand même, je trouve, pour un processus qui se veut un processus de paix, assez paradoxal que de s'assurer que tous les protagonistes limitrophes, à part ceux qui peuvent pas, comme la Centrafrique, qui ont leurs propres problèmes, mais d'avoir quand même tous les pays limitrophes qui sont les deux pieds au Soudan du Sud. Alors je sais pas où on va en termes de paix, mais ça va à l'encontre du bon sens, je dirais, que d'avoir tous les voisins qui sont joyeusement à l'intérieur du Soudan du Sud pour ramener la paix. C'est souvent comme ça, il faut dire. Non, c'est pas souvent comme ça. Ah non.
Non, on l'a vu en Centrafrique. C'était un des deux volets de la médiation ligable. Tous les pays voisins, autrement dit, c'était les médiateurs. Mais des faux médiateurs un petit peu. Et puis les États-Unis n'étaient pas non plus un médiateur, un honnête courtier, comme on dit, honest broker. Ben non, c'était pas. Donc finalement, c'était un processus de paix un peu comme pipé dès le départ. Moi, je dirais aussi, le manque d'infrastructures. Le Sud-Soudan, à son indépendance il y a 3 ans, avait à peu près 50 à 60 km de routes goudronnées pour un territoire qui est plus grand que la France métropolitaine. Bon, il n'avait pas d'élite quasiment, ou très très peu. Toutes les élites nord-soudanaises étaient réfugiées au Nord-Soudan. Elles sont installées à Khartoum et dans les grandes villes du Nord-Soudan. Ils n'ont pas l'intention du tout de revenir pour aller vivre à Juba ou à Bor ou à Bentiu. Ça, pas du tout. Et donc, je voudrais faire un sondage, par exemple, et je suis persuadé qu'elles sont restées au Nord-Soudan. Elles sont installées là depuis 20 ans, avec femmes et enfants. Ils n'ont pas du tout l'intention de revenir. Ça, c'est un des grands problèmes. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. En tout cas, on pense ce soir aux populations. Geneviève Garrigos. Oui, un dernier mot quand même. Oui, c'est toute la difficulté de ces situations, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'enjeux différents, mais au final, il y a une population aujourd'hui qui est vraiment abandonnée à son sort, et pire que ça, puisqu'elle est victime de violations très, très graves. Et il y a déjà plus d'1 million de déplacés, la famine qui guette. Et ce qui serait bien, c'est que demain, ce sera l'anniversaire de l'indépendance, ce sera fini, on aura passé les 3 ans, mais il faut qu'on continue à être dessus parce qu'on ne peut pas les abandonner. Et il faut continuer à en parler, et on en parlera évidemment sur France 24. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Karim, bonsoir. Qu'est-ce qui a fait le buzz ce soir sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est la situation, une fois encore, à Gaza, qui fait l'objet d'une intense campagne médiatique. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On commence avec ce dessin tweeté par Asni Abidi qui souligne à quel point en ce moment l'opinion internationale est plus tournée vers le football avec cette planète hypnotisée alors qu'on bombarde du côté de Gaza, mais toutefois c'est à la une de nombreux sites d'information et de nombreux journaux. Alors ce journal est un journal palestinien qui titre le massacre Al-Youm El-Jadida, je crois qu'il s'appelle ce journal. Et puis du côté d'Haaretz, évidemment, on évoque cette situation avec un titre très factuel, avec ces roquettes qui tombent sur Tel Aviv, sur Jlem et sur Binyamina, avec les morts du côté de Gaza. Et l'armée israélienne qui lance une opération intense. Alors vous évoquiez cette intense campagne médiatique, on peut même parler de propagande sur le compte Twitter de l'armée israélienne qui répète à qui veut bien l'entendre que tout ça c'est des opérations ciblées avec parfois des images fournies par l'armée israélienne elle-même pour montrer qu'on prévient les populations pour éviter qu'il y ait des pertes civiles. Alors ça ne convainc pas forcément les internautes, ont publié sur Twitter ce dessin. Israël intensifie ses frappes chirurgicales avec le pilote qui dit la cible c'est bien la cabane entre l'hôpital et l'école, des frappes chirurgicales bien difficiles à mettre en œuvre, surtout à Gaza où il y a une densité de population très importante. L'une des plus importantes au monde. On dit d'ailleurs que c'est une prison à ciel ouvert. Exactement. Alors si vous voulez avoir un témoignage, il y a celui-ci très intéressant à lire sur le site du Monde, le témoignage d'une famille palestinienne. La mère de famille raconte que sa fille a reçu un coup de fil. Vous avez 5 minutes pour déguerpir. Alors on essaye de partir le plus rapidement possible. Cette mère de famille de 55 ans va s'apercevoir qu'elle a oublié de prévenir son frère. Et il fait partie des 8 victimes dans ce quartier de la bande de Gaza. Sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une forme de propagande. C'est encore le compte Twitter de l'armée israélienne avec une image symbolique. Les missiles pleuvent sur la Statue de la Liberté. Que feriez-vous si ça arrivait chez vous? Alors c'est une façon de faire passer l'idée qu'Israël c'est la démocratie de la région et qu'elle n'avait pas d'autre choix que réagir. En tout cas, une image de propagande qui a été assez commentée sur Twitter. Alors, le Hamas a un compte Twitter dont il se sert très peu depuis le 25 juin. Je crois qu'il n'y a pas eu de tweet. Par contre, ce compte Twitter, celui des brigades Al-Qassam, publie pas mal de messages. Et on a aussi ce visuel qui est un petit peu à l'antipode de celui qu'on vient de voir, avec cet avion israélien qui frappe la zone. Et sur cette image, on s'aperçoit que les individus représentés, alors c'est tout petit, ce sont seulement des femmes et des enfants. Évidemment, c'est l'idée qu'on veut faire passer. Alors, il y a aussi ce tweet de Benjamin Netanyahou qui a été publié sur son compte Twitter hier, et c'est encore une fois le message que fait passer le gouvernement israélien en expliquant que, évidemment, Israël s'en prend
au Hamas, alors que le Hamas cible des victimes civiles, tout en soulignant que le Hamas se sert des civils pour se protéger. Ce n'est pas du tout l'idée qui est développée ou plutôt partagée sur le compte Twitter des Brigades Al-Qassam, qui publie abondamment des photos d'enfants. Alors souvent elles sont très difficiles à vérifier, c'est difficile de savoir si ce sont des victimes du moment ou ce sont des images d'archives, mais en tout cas des victimes, on sait qu'il y en a eu de nombreuses puisque le bilan ne cesse de s'alourdir. Merci beaucoup Karim, merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi, très belle soirée. Tout de suite le journal, je vous retrouve demain soir à partir de 18h. Je t'ai tombé là.